propose qu'on commence. Alors voilà, bonsoir à vous. Nous avons une soirée aujourd'hui qui a pour titre, je dirais, la démocratie délibérative. Elle s'inscrit dans un cycle qu'Attaque Bruxelles II a voulu faire cette année-ci, année académique, donc de septembre au mois de juin, mai-juin, sur le sujet de la démocratie. Et nous avons déjà abordé toute une série d'angles pour s'attaquer à ce sujet, aussi bien sur les questions, je dirais, d'explication sur le fond, de quoi parle-t-on. Nous avons parlé aussi de l'évolution de la démocratie, notamment libérale en Belgique. Nous avons parlé des compétences avec le niveau européen qui, chez nous, mais partout en Europe, a pris une importance très grande et de plus en plus importante. Et nous avons aussi couvert les aspects de démocratie économique, pas complètement, mais certains aspects, notamment le rôle des syndicats en démocratie, et aussi le rôle des médias, où nous avons consacré 2 séances. La démocratie locale que nous avons abordée à la séance précédente. Et donc nous arrivons maintenant, pas tout à fait en fin de cycle, mais loin dans le cycle, sur la question de la démocratie délibérative. Alors la démocratie délibérative, pas mal d'angles, d'aspects qui se distancient de la démocratie représentative qui, pensons-nous, doit être en tout cas au moins questionnée. Au moins questionnée parce qu'elle nous a conduit aujourd'hui à certaines un petit peu impasses, pourrait-on dire. Nous avons abordé ces choses-là dans les séances précédentes et que nous sommes à la recherche de solutions un peu institutionnelles pour apporter des idées fraîches et renouveler en tout cas certains aspects des crises dans lesquelles nous sommes. Et nous pensons que les aspects institutionnels, c'est-à-dire la manière dont nous organisons la décision, ont ici une grande importance. Nous allons aborder aujourd'hui ce sujet qui est très vaste en réalité, mais par quelques angles pratiques, en nous appuyant sur des expériences. Et Jonathan Moscovici a fait ce travail en tout cas dans le cadre de l'ULB, c'est-à-dire d'analyser l'expérience du G1000, qui est une expérience pratique de mise en œuvre de la démocratie délibérative. Donc il nous expliquera d'abord de quoi on parle quand on parle de démocratie délibérative, et il nous expliquera aussi le contexte et quelle a été la méthode, les objectifs, l'origine de ce G1000. Il nous expliquera un petit peu les détails de cela. Et après son intervention qui portera sur d'autres sujets, Naïma Yacobi, qui a participé depuis le début du processus du G1000, qui a continué par le G32, elle nous expliquera aussi de quoi il s'agit. Elle nous expliquera de l'intérieur comment une non-professionnelle de la politique, une non-experte en matière économique ou en matière de politique étrangère ou que sais-je, peut, avec d'autres, arriver à délibérer de sujets importants, lourds, sociétaux, pour aboutir aux résultats qu'elle nous expliquera. Jonathan aussi nous fera part de son analyse qu'il a faite d'un autre processus de démocratie délibérative en Irlande, dans un processus constitutionnel qui a visé à réviser un certain nombre d'articles de la Constitution irlandaise. C'est un exemple très important qui n'est pas encore tout à fait achevé, donc encore tout à fait d'actualité. En même temps aussi, il terminera en nous donnant quelques pistes sur ce qu'on pourrait faire en Belgique aujourd'hui pour faire progresser ces aspects-là et donc finalement faire progresser la démocratie. On va s'organiser comme d'habitude, je dirais, en une première partie, 1 heure à peu près, première partie de la soirée avec un petit peu les exposés. On interviendra peut-être simplement pour demander peut-être d'approfondir certains angles de leur exposé ou s'il y a une demande d'explication, de clarification sur un terme ou sur un mot, une notion qui n'est pas comprise.
mais on entamera vraiment, disons aussi, le débat que dans la deuxième partie, la deuxième heure de la soirée. Je vais commencer par donner la parole à Jonathan et ensuite à Naïma, en leur demandant peut-être s'ils le souhaitent de compléter leur présentation en donnant les points qui leur semblent intéressants, pertinents pour la soirée, notamment pourquoi ils ont participé à ces initiatives et qu'est-ce qui les a motivés et à quel titre. Jonathan. Bonsoir à tous. Donc moi je vais d'abord vous expliquer pourquoi je me trouve ici, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience, disons, de mon intérêt pour la démocratie délibérative, que j'expliciterai plus loin. Donc l'année passée, j'étais en stage à l'ambassade belge de Dublin dans le cadre de mes études. Et en Irlande, donc, il parlait beaucoup dans les médias de cette convention constitutionnelle irlandaise. Et mon superviseur, qui était l'ambassadeur de la Belgique à Dublin, m'avait fait mention du fait qu'il trouverait ça très intéressant que j'assiste, disons, à une réunion qui rassemblait les différents organisateurs de processus délibératifs. Et à cette époque-là, je devais trouver une question de recherche pour mon mémoire. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Et j'ai été, et on mentionnait justement l'initiative de la Convention constitutionnelle islandaise, cette fois-là, la Convention constitutionnelle irlandaise et le G1000 en Belgique. Et les différents exposés me semblaient très intéressants. Et étant donné qu'il y avait une grande différence fondamentale, et j'y reviendrai dans mon exposé, entre la Convention constitutionnelle irlandaise et le G1000 en Belgique, à savoir que le G1000 en Belgique était une initiative citoyenne d'abord, dont l'idée était de remonter vers le politique, alors qu'en Irlande c'était plus une initiative gouvernementale, donc qui partait du gouvernement pour aller vers les citoyens. Je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'étudier la dynamique de groupe entre des citoyens qui seraient amenés au cours de la convention de discuter et de se retrouver à table et d'échanger leurs opinions avec des hommes politiques, alors que d'un autre côté, on aurait ensemble que des citoyens que j'appellerais profanes. Et donc, c'est ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je me suis dit que je voulais étudier cette question-là, et par la suite, je suis devenu coordinateur du G1000 il y a quelques semaines. Et donc, je vais vous présenter mon exposé. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est la démocratie délibérative, plutôt en approchant la question de son contexte d'émergence. Après, je parlerai du G1000 à proprement parler, et Naïma pourra nous éclairer de son point de vue qu'elle a participé à la fois au G1000 et la dernière étape qui était le G32. Donc les 32 personnes ont approfondi, disons, les résultats du G1000. Et dans un troisième temps, je parlerai de la Convention constitutionnelle irlandaise, que j'ai eu la grande chance d'observer. J'étais le seul observateur international durant ces week-ends délibératifs, donc je pourrais répondre à vos questions et parler du sujet. Et pour finir, comme Franco l'a dit, on va explorer les pistes et voir ce qui pourrait se passer maintenant que le G1000 a eu lieu il y a 3 ans. Quel est l'avenir proche, à court ou à moyen terme, du G1000. Mais pour commencer, on va débuter avec un passage assez théorique. Donc, qu'est-ce que la démocratie délibérative? Il faut savoir qu'il y a 2 décennies que certains intellectuels se sont rendus compte qu'il y avait clairement un problème au niveau de la démocratie représentative, qu'il y avait certaines lacunes. Et le premier à avoir mentionné le terme de démocratie délibérative est un Américain, Bessette, et il a écrit un ouvrage justement où il critiquait les visions dites élitistes de la démocratie, dans laquelle des auteurs tels que Sartori ou Schumpeter avançaient le fait que la démocratie était uniquement, disons, quelque chose qui devait être exercé par une élite et que les citoyens devaient se contenter de subir les décisions prises par cette élite. Et donc lui, il a avancé l'idée qu'il fallait que les citoyens aient plus à dire, et il a écrit certains ouvrages par rapport à ça. Mais au niveau, disons, de la science politique, au niveau de la francophonie, celui qui a vraiment fait apparaître le terme démocratie délibérative sur les radars, c'est Bernard Manin, et lui, il aborde le concept de rationalité limitée. Donc c'est un concept assez intéressant. Pour lui, chaque citoyen a une certaine conception du monde, et si on assemble différents citoyens, on pourra avoir une vision, disons, une vision beaucoup plus riche
parce que chaque citoyen va pouvoir enrichir la position de l'autre. Donc ça, c'est une idée assez intéressante. Et puis, c'est Jürgen Habermas, donc, qui lui a affirmé que une décision est légitime à la seule condition qu'elle provient d'un discours qui est ouvert à l'argumentation, libre entre l'ensemble des citoyens concernés. Et donc à partir de ces différents auteurs, on peut dire que la démocratie délibérative, c'est la définition que j'ai utilisée pour mon mémoire et que j'utilise assez souvent, c'est une forme de gouvernement dans laquelle des citoyens libres et égaux justifient des décisions au cours d'un processus d'argumentation rationnelle. Donc des citoyens qui se retrouvent sans coercition et qui discutent, qui délibèrent et qui, à la suite de ces délibérations, vont prendre des décisions. Mais une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que dans les années 80, on a commencé à parler de délibération? Et on peut expliquer ça à partir du moment où c'est dans les années 80 qu'il y a vraiment eu une perception d'une crise généralisée de la démocratie délibérative qui a pu se mesurer à l'aune des résultats et surtout de l'abstention lors des élections. Ici, j'ai fait un petit travail ce matin pour voir ce qu'il en était de l'abstention, par exemple, en France. On voit qu'en 1958, au premier tour des élections législatives, il y avait 22% d'abstention. Quand on va plus loin, dans les années 80, il y a déjà 30% d'abstention. Et aux dernières élections, en 2012, il y avait 42% d'abstention. Et au second tour, 44,5%. Donc on voit vraiment que l'abstention a presque doublé en France. Et la France n'est pas du tout disons, l'unique dans ce cas-là. Et d'ailleurs, on peut se dire qu'on parle toujours d'une élection au niveau national qui pourrait intéresser moins de gens. Donc je me suis demandé si au niveau communal, donc au niveau des élections municipales, on pouvait observer les mêmes tendances. Et là, on voit par exemple qu'en 1959, il y avait au premier tour en France 25% d'abstention, et qu'en 2014, donc récemment, il y avait 40% d'abstention. Donc on voit vraiment que l'abstention augmente de façon assez flagrante, et c'est aussi de façon linéaire. Donc on voit vraiment une courbe qui augmente au niveau de l'abstention. Et donc la France n'est pas, disons, ce constat-là ne s'applique pas seulement à la France. En Allemagne, par exemple, aux élections de 1998, on était à 70%, on était à 82%, et aux dernières élections, on était à 70%. Comme ça, en termes absolus, ça n'a pas l'air énorme, mais quand on s'intéresse vraiment au pourcentage d'abstention, on passe de 17% à 29% en moins de 20 ans. Et pour l'Europe de l'Est aussi est touchée par le phénomène. En Roumanie, par exemple, à chaque élection, on voit que le taux d'abstention augmente de 10%. Et donc ce qui veut dire que, alors qu'en 92, il y avait encore 75% de la population qui participait aux élections, en 2008, seuls 39% des citoyens roumains se sont déplacés et ont exprimé leur vote. Donc on voit vraiment qu'il y a une tendance en Europe, je me suis intéressé à l'Europe, disons d'abstention, mais d'abstention d'un haut taux d'abstention. Et pour la Belgique, les données sont assez compliquées à voir vu que l'élection, disons, le vote est obligatoire. Mais on peut quand même voir qu'aux élections communales de 2012, 15% des électeurs quand même n'ont pas voté. Et l'absentéisme n'a jamais été aussi important. On pense qu'il y a à peu près 1 million de citoyens qui ne se sont pas déplacés, c'est quand même assez important. Et il n'y a pas seulement, disons, le fait de se déplacer aux élections, mais il y a aussi le militantisme. Et à ce niveau-là, il y a aussi une chute drastique. Donc aujourd'hui, il y a moins de 5% des gens, des Belges, qui militent dans un parti, alors qu'il y a 30 ans, c'était le double. Donc à peu près 1 Belge sur 10 militait ou adhérait à un parti. Quand on regarde, disons, quand on s'intéresse aux perceptions de la population belge par rapport à la corruption, et qu'il y a systématiquement des sondages qui s'intéressent aux perceptions par rapport à la corruption, on voit que les partis politiques sont perçus comme étant l'organe dans la société le plus corrompu. Donc 67% au niveau belge, 67% de la population belge voit les partis politiques comme des organes corrompus ou extrêmement corrompus. Ce qui est assez inquiétant. Et ça indique quand même qu'il y a un certain problème au niveau de la vitalité de nos démocraties. Et on peut aussi considérer que si moins d'un électeur sur 2 se déplace, ou même si ça flirte avec 50% dans certains pays, qu'il y a de réels problèmes de légitimité
au niveau des politiques mises en place. Donc c'est sur base de ça que ce mouvement, disons, de remise en question de la démocratie représentative est apparu, a émergé. Et on peut souligner aussi un autre événement et élément qui met encore les politiques plus sous pression, c'est la révolution technologique. Donc, avec les différents réseaux sociaux, on voit vraiment un bouleversement profond de nos sociétés. Le citoyen, dans les années 2000, il pouvait suivre les informations de minute en minute grâce à la radio, à la TV, à Internet. Mais aujourd'hui, on assiste vraiment à un phénomène, grâce aux réseaux sociaux entre autres, où le citoyen peut suivre les informations de seconde en seconde, et non seulement il peut suivre les informations, mais il crée lui-même l'actualité. Et à partir du moment où il crée lui-même l'actualité, il met les politiques encore plus sous pression. Ça n'a pas que du négatif, bien sûr, on peut penser au printemps arabe, où on peut considérer que les gens se sont révoltés, ont réussi à se réunir justement grâce à ces réseaux sociaux et grâce à la transparence qu'apportaient les réseaux sociaux. Mais en même temps, le travail d'homme politique est compliqué parce qu'il est confronté à une évaluation permanente de la part des citoyens, et donc à n'importe quel moment, de façon permanente, donc il a peur de faire un faux pas, et donc ça pousse l'homme politique à adopter une approche assez défensive et à être systématiquement, disons, à faire face à une critique éventuelle de la part des citoyens. Au niveau de la démocratie délibérative, disons, il y a une certaine typologie. Donc il y a 4 grands ensembles qu'on peut clairement délimiter. Donc il y a le G1000 qui s'apparenterait à une assemblée citoyenne. Il y a eu des exemples de budget participatif, par exemple à Porto Alegre. Donc les citoyens pouvaient déterminer et disons, mettre des priorités en termes de budget. Il y a ce qu'on appelle le sondage délibératif. Donc c'est quelque chose qui est utilisé par les politologues, de se dire on va mettre X nombre de citoyens ensemble, on va leur soumettre une proposition et on va voir la façon dont ils réagissent. Et puis il y a ce qu'on appelle le conseil consultatif. Et sur base de cette typologie, on peut aussi voir qu'il y a le citoyen est plus ou moins intégré, disons, dans la prise de décision. Il y a d'abord la participation, disons, le degré 0 de la participation que j'appellerais l'information. Donc c'est par exemple quand le gouvernement informe les citoyens de son programme et utilise l'élection pour le faire approuver ou rejeter. Donc c'est ce qu'on aura, c'est ce à quoi on aura droit le 25 mai. Donc les élections, la campagne électorale, la phase informative. Puis on a, disons, un degré un peu plus poussé de participation citoyenne que j'appellerais consultation. Donc le gouvernement consulte les citoyens sur son agenda politique et il amende éventuellement ses décisions en fonction. Mais il n'y a aucune obligation de tenir compte de l'avis des citoyens, et ça c'est très important. Et l'initiative reste aux mains du gouvernement. Tu as un exemple? Pour la consultation, il y a des consultations de quartier par exemple. Quand il y a différents projets qui sont menés, et disons au niveau communal, on consulte les différents citoyens et on regarde s'ils ont quelque chose à dire, mais le conseil communal n'est pas forcément lié aux décisions qui sont prises dans ces conseils consultatifs. Il y a, disons, un degré beaucoup plus abouti, ce sont les recommandations. Donc le gouvernement appelle aux citoyens pour faire des recommandations pour définir l'agenda politique, mais c'est le gouvernement qui garde le dernier mot. Et c'est ce qu'on a vu avec le G1000. Donc je vais vous parler de façon plus et Naïma aussi, on va vous parler de ce qui s'est réellement passé au G1000. Mais l'idée était que les citoyens, dans une première phase, le G1000, ils ont débroussaillé le travail, et durant le G32, qu'ils approfondissent les résultats. Et au final, c'est, disons, tout le travail qui a été mené en amont et en aval était destiné aux hommes politiques sous forme de recommandations. Donc Naïma pourra l'exposer mieux que moi, mais ils ont déposé les recommandations aux 7 différents parlements. Et l'idée était après que ces 7 différents parlements devaient mettre en pratique ces différentes recommandations, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Puis il y a la phase une forme de participation que j'appellerais coproduction. Donc les initiatives politiques peuvent venir tant des citoyens que du gouvernement, et toute décision doit être approuvée par les 2 parties. Donc on met les hommes politiques et les citoyens sur le même pied, et les 2 parties doivent approuver les décisions.
Et puis il y a le nec plus ultra de la participation, c'est la décision. Donc la décision politique finale, elle est prise par les citoyens seuls et le gouvernement doit s'y plier. Et ça, à ma connaissance, on n'a pas encore vu d'initiative de démocratie délibérative où le politique devait, entre guillemets, subir les décisions des citoyens. Maintenant qu'on a vu un peu ce qu'il en était j'ai essayé de faire ça de façon assez courte, disons, pour tout ce qui était théorique et des différentes typologies, on va pouvoir parler du G1000. Et avant toute chose, le G1000 a été basé, disons, s'est inspiré sur ce qui s'est passé en Colombie-Britannique il y a 10 ans exactement, en novembre 2004. Donc en Colombie-Britannique, il y avait certains problèmes par rapport aux circonscriptions électorales et les citoyens étaient mécontents. Et le niveau politique s'est dit, ok, les citoyens sont mécontents, prouvez-nous que vous pouvez faire autre chose que uniquement contester nos décisions et nous fournir vraiment une proposition, à proprement parler. Et donc, des citoyens, ils étaient 160 citoyens canadiens qui ont été tirés au sort. Et donc, ces citoyens canadiens ont discuté ensemble de comment on pourrait faire au mieux pour changer les arrondissements électoraux en Colombie-Britannique. Et malheureusement, le succès a été plutôt mitigé. Bon, le succès, c'est une réussite parce que ça a lancé, disons, toute une série d'initiatives par la suite. Mais le processus a été mitigé parce qu'il y a eu un référendum à la suite des recommandations faites par l'Assemblée de Colombie-Britannique. Et le référendum, donc, ils l'ont remporté de justesse, mais le quorum n'a pas été atteint. Et du coup, les propositions des citoyens n'ont pas été implémentées. Mais ça a donné certaines idées. Et là, on entre de plein pied dans le G1000, et il faut revenir en arrière. Septembre 2010, ça fait des centaines de jours qu'il n'y a pas de gouvernement, et on assiste à gauche, à droite, à différentes démarches citoyennes, disons, pour exprimer le mécontentement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait par exemple la révolution des frites, Oui. Place Flagey, où il y avait des campings virtuels sur Internet. Mais certains citoyens estimaient que ça manquait de contenu et qu'il fallait vraiment convier les citoyens à nouveau à la table. D'autant plus qu'à cette époque-là, on discutait de la scission de Bruxelles-Vilvoorde et que les citoyens ne s'estimaient pas directement concernés par l'arrondissement et voulaient plus parler de socio-économique et plus de sujets qui les touchaient directement. Et donc, septembre 2010, il y a David Warrebroek, donc l'auteur flamand qui a succès entre-temps, qui écrit une carte blanche dans tous les médias à cette époque-là. Et donc lui, son analyse, je vais vous lire ce qu'il a, disons, un contenu qui est extrêmement parlant de sa carte blanche, qui dit pardon. Le corps politique en l'an 2011 semble être une équipe méfiante de chirurgiens cardiaques qui doivent pratiquer une opération extrêmement compliquée, mais au milieu d'un stade de football dont les tribunes débordent de spectateurs. La foule hurle, les supporters ont envahi le terrain, et à chaque geste de l'un des cardiologues crie ce que les médecins doivent ou ne doivent pas faire, ou les couvre de colibert. Aucun des chirurgiens n'ose encore bouger. Tout le monde attend. Les heures s'écoulent. Le sort du patient ne compte plus. Et donc il y avait eu une carte blanche, si je me souviens bien, dans Le Soir, dans La Libre et dans les médias flamands. Et donc il y a différentes personnes qui étaient d'accord avec cette analyse, qui se sont retrouvées, qui ont réfléchi à que faire et comment impliquer les citoyens. Et donc David Warrebroek à cette époque-là, et il le dit toujours d'ailleurs, affirmait que les élections étaient devenues une sorte de dictature du calcul électoral et que les citoyens étaient en fait pris en otage par ces élections. Et donc ces différentes personnes se sont retrouvées et ont proposé pour le G1000 une fusée à 3 étages. Qu'est-ce que c'est exactement une fusée à 3 étages? C'est l'idée d'abord consulter l'ensemble des citoyens. Donc n'importe qui pouvait se prononcer à cette époque-là en consultant le site du G1000 sur des sujets qu'ils voulaient voir abordés au cours de la journée à Tour et Taxi, donc le 11 novembre. Dans un second temps, il y avait l'événement à Tour et Taxi. Donc c'est la deuxième phase de la fusée où les gens se retrouvaient. Donc l'idée était d'avoir 1000 personnes, disons, qui se retrouvaient sur plusieurs tables
pour essayer de débattre et d'approfondir les sujets qui avaient été déterminés par les citoyens eux-mêmes. Et dans un troisième temps, le G32 qui était les 32 personnes. En fait, l'idée au départ était que 32 personnes se portent volontaires, mais beaucoup de personnes se sont montrées intéressées. Donc il y a eu un second tirage au sort, parce que 491 personnes s'étaient montrées volontaires pour participer au G32. Donc il y a eu un second tirage au sort à ce moment-là. Ce qui est assez intéressant, c'est que je pense qu'une des innovations du G1000 est le recours au tirage au sort. Et quand on pense au tirage au sort, on pense directement à la démocratie athénienne. Oui? Est-ce que tu peux rappeler combien de personnes se sont portées candidates? Oui, je vais en parler. Donc, pour le G1000, en fait, c'était uniquement du tirage au sort. Donc, les gens ne se portaient pas candidats. Et il y a des milliers de personnes qui ont été appelées. Mais ils s'attendaient à ce que... Ils souhaitaient que 1000 personnes confirment leur participation. Donc, ils ont appelé les gens jusqu'à ce que 1000 personnes confirment leur participation. Et appelé sur quelle base? Et appelé, donc, j'en parlerai... Mais je peux en parler maintenant. Donc, ils ont fait attention à certains quotas. Donc, ils essayaient d'avoir une représentation, un échantillon en termes d'âge, donc de citoyens qui représenteraient la composition et l'âge de l'échantillon total, de la population totale, en matière d'origine géographique, parce que ça n'avait pas un grand sens de faire une initiative belge s'il y avait plus de francophones que de flamands, ou plus de bruxellois que de liégeois. Non, ça c'est logique. Plus d'ostendais que de bruxellois, par exemple. Donc l'origine géographique était très importante aussi. Et ce qui était très important pour les organisateurs du G1000, et ça c'est une première, et Naïma pourra en parler, c'est qu'ils se sont rendus compte que généralement quand il y a des initiatives délibératives, que les gens qui se déplacent au final, ce sont toujours le même type de personnes. Donc les personnes hautement qualifiées, hommes, dans les 45 ans. Et donc pour éviter que ce soit ce type de personnes qui de toute façon sont toujours présentes et qui sont déjà représentées dans les canaux traditionnels de démocratie représentative, c'était de réserver 10% des places, donc 100 personnes, pour des gens qui désertent et qui sont très durs à contacter généralement en matière de participation citoyenne. Donc il y a des associations de sans-abri qui ont été contactées, donc il y avait des sans-abri qui étaient présents, il y avait des organisations de personnes analphabètes, il y avait des organisations de personnes minorisées, donc de différentes minorités. Donc il y avait 100 personnes, 100 places qui étaient réservées exclusivement pour ces personnes-là et pour enrichir le débat. Et au final, sur les 1000 personnes qui avaient confirmé leur participation, il y en a 791 qui se sont déplacés. Donc finalement, c'est un succès en termes, disons, de participation. Et donc, je vais revenir, disons, à l'introduction que je faisais par rapport au tirage au sort. Donc, on pense directement à la démocratie athénienne quand on pense à tirage au sort. Et ça peut être illustré par Périclès, donc, qui résumait bien ce système de tirage au sort dans la démocratie athénienne. Donc, nous sommes en effet les seuls à penser qu'un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Car nous ne sommes pas de ceux qui pensent que les paroles nuisent à l'action. Donc c'était tout le système, cette idée sous-tendait le système de démocratie athénienne, même si par la suite ça a été fortement critiqué, surtout sachant qu'il y avait 300 000 habitants à Athènes, et que uniquement 30 à 40 000 personnes étaient concernées par la démocratie, étant donné qu'on mettait de côté tout ce qui était esclaves, tout ce qui était femmes et les mineurs. Et donc il restait, disons, uniquement 10% de l'ensemble de la population. Donc on ne peut pas vraiment dire qu'on a affaire à un système démocratique, même si on voit, disons, les bases d'un système démocratique. Et par la suite, on a vu apparaître le recours au tirage au sort dans un cadre plus ou moins démocratique en ce qui concerne la Rome antique, aussi dans les républiques italiennes lors du Moyen-Âge et à la Renaissance. Et on voit vraiment un abandon total du recours au tirage au sort après la Révolution française. Donc c'est assez étonnant parce que par exemple Rousseau est un grand fervent défenseur du tirage au sort. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un progrès suite à la Révolution française, évidemment, donc c'est la passation du pouvoir
de l'hérédité au gouvernement représentatif. Et étant donné qu'au XVIIIe siècle, il y avait beaucoup d'analphabètes, il a été décidé que la population devait élire, disons, les plus cultivés, les plus instruits parmi la population. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu vraiment une distance s'installer entre les gouvernants et les gouvernés. Parce qu'il fallait justement que les représentants puissent assurer l'exercice de leurs fonctions. Et donc c'est un effet néfaste, disons, inévitable. Donc j'ai un peu abordé tout ce qui concernait la sélection des participants. Donc pour avoir un peu plus de détails, donc ils ont fait appel, les organisateurs ont fait appel à une boîte de consultance, ce qui s'appelait JFK Significant. Donc ils ont eu recours à ce qu'on appelle Random Digit Dialing. Et ce procédé, donc ils se sont posé la question de comment essayer de toucher un maximum de personnes. Et ils se sont rendus compte que pour toucher un maximum de personnes, c'était via les lignes fixes. Parce qu'à peu près, à cette époque-là en tout cas, 99% de la population belge possédait une ligne fixe. Donc partant de cette observation-là, ils ont appelé différentes personnes à chaque fois en essayant de trouver... Ils appelaient par exemple en disant, voilà, est-ce que vous avez une femme de 45 ans dans cette zone, disons, cet âge-là à peu près dans votre famille? Oui, non. Si c'était non, on laissait tomber, on appelait quelqu'un, disons, dans cette région géographique-là qui correspondait à ce profil. Et si c'était un oui, on se renseignait pour savoir si cette personne était disponible pour participer à l'événement le 11 novembre. Et oui. J'interviens un tout petit peu parce qu'on a, je pense, sur la manière de constituer le G1000, on pourra en ajouter des éléments, mais je pense qu'on a déjà beaucoup. Je ne sais pas si tu vas t'étendre sur le processus du G1000. L'idée, c'est plutôt de laisser Naïma parler. Voilà. Parce qu'on doit encore parler alors de l'importante initiative irlandaise et puis les propositions. Ouais. Donc, de toute façon, j'avais fini cette partie-là. Donc maintenant, Naïma, qui a vécu le processus de l'intérieur, va pouvoir donner sa vision et son point de vue par rapport au G1000 et au G32. Et puis on reviendra ensuite sur les conventions. D'accord. Bonsoir. Je m'appelle Naïma Yacoubi. Je suis d'origine marocaine et j'ai eu la chance de vivre l'expérience du G1000 en 2011, novembre 2011. Et on m'a invité pour partager avec vous cette expérience que je considère comme une expérience plus humaine qu'autre chose. C'est une expérience pour moi qui est originale, autant sur le fond que sur la forme. Sur le fond parce que comme je viens du Maroc, on n'a pas l'habitude de ce genre d'événement, de vivre ce genre d'événement, et encore moins pour une femme. Avec le taux d'illettrisme qu'on a là-bas qui dépasse les 75%, donc c'est vraiment pas possible d'envisager un tel événement qui se réalise là-bas. Mais tout à l'heure, Johan a parlé du printemps arabe, que je ne considère pas comme un printemps, parce que c'est tout sauf un printemps. C'est vrai que c'est une révolution, c'est une manière à travers laquelle la société arabe s'est manifestée pour exprimer sa colère. Mais sur le plan démocratique, ça donne vraiment rien, malheureusement. Donc c'est pour ça que je considère cette expérience comme étant une expérience très importante dans ma vie. Ça d'un côté. Sur la forme, j'appuie ce que Jonathan a abordé tout à l'heure par rapport aux catégories de personnes ou de citoyens qui ont participé au G1000. À l'époque, j'étais sans papier et j'étais sans abri. Donc c'était une occasion pour moi, pour une personne qui est sans abri et sans papier, de participer à cette expérience. Et donc j'étais inscrite, c'est une amie qui m'a inscrite dans l'événement parce que je travaillais à l'époque à Namur. Et donc j'avais l'habitude de participer dans plusieurs conférences et débats. Et quand il m'en a parlé, je ne savais pas du tout de quoi s'agissait-il. Mais je me suis dit, voilà, je vais vivre l'expérience et je vais découvrir ce qu'il en est. Et c'est vrai que c'était une expérience, pour moi, si on m'avait parlé de cet événement et de cette manière par laquelle
cet événement était réalisé, j'aurais jamais cru. Parce que rassembler presque 750 personnes ou même plus autour, dans la même salle, et rassembler 10 personnes autour de la même table, et passer toute une journée pour parler des sujets qui sont des sujets loin d'être froids, loin d'être frais, c'était pour moi inimaginable. Mais l'expérience va aller me prouver tout à fait le contraire. Donc, dans notre table, on était 10 citoyens avec 2 facilitateurs. Et on a été appelés à donner notre avis sur 5 sujets fondamentaux proposés par le GMIL, dont je retiens le sujet économique, le sujet de l'immigration et le sujet de la crise et du travail. Donc, on était appelés à passer toute une journée autour à discuter ces sujets entre citoyens. Et les facilitateurs, c'était juste pour traduire, pour expliquer une question posée qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'on n'était pas du même niveau pour comprendre de la même manière la question. Donc pour moi, c'est un peu exceptionnel. Pourquoi? Parce que pour discuter de ces sujets, je n'étais pas concernée, parce que j'étais sans papier. Donc je ne bénéficie pas de la sécurité sociale, je ne travaillais pas. Donc c'était des sujets que j'ai vécu, que j'ai écouté, j'ai participé avec un plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y avait un détachement avec le sujet même. Donc quand on parlait de la sécurité sociale, je voyais les autres participants autour de la même table aller se sentir plus engagés que moi. Par contre, pour moi, je participais dans le débat avec un détachement total. D'un côté, je découvre ce qui se passe dans la Belgique, et d'un autre côté, je ne me sentais pas concernée. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que au départ de la journée, on s'est retrouvés autour de la table. Chaque citoyen, je me rappelle de ces moments, c'est comme si c'était hier, est venu avec ses peurs, avec ses frustrations, avec le fait qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il veut, avec la peur de ne pas se mettre d'accord sur le sujet et avoir le même point de vue. Mais petit à petit, plus on avançait dans la journée, plus l'ambiance s'atténuait, l'ambiance devient agréable. Et on arrivait à discuter les sujets, à débattre aussi les questions avec plus d'écoute. C'est-à-dire, on était... Et c'est marrant parce que j'avais l'idée du citoyen européen avant que je vienne ici en Europe, que les problèmes qu'on vit chez nous, ils n'ont rien à voir avec les problèmes que la population européenne vit. Mais ce jour-là, je me suis rendu compte en fait que l'être humain, il est le même partout, que ce soit dans un continent ou dans un autre, il est le même. Et ça m'a vraiment touchée, parce qu'à la fin de la journée, on avait du mal à se quitter. Et les citoyens qui sont venus avec des idées, avec des a priori, voilà, merci beaucoup, des a priori, à la fin de la journée, c'était pas ça du tout. C'était vraiment une ambiance très conviviale, c'était une entente générale. Je vais pas parler de tout ce qui est technique, tout ce qui est lié à la réussite de l'événement, parce qu'il y a des spécialistes pour ça, mais je parle du vécu que j'ai su vivre ce jour-là. Et j'ai eu aussi la chance d'être tirée au sort pour la prochaine étape. Donc la première étape, on a discuté des 5 sujets, mais d'une manière générale, parce que pour une journée, avec tout ce que ça demande comme organisation, avec tout ce que les bénévoles, les organisateurs, ils étaient vraiment à un niveau très très élevé par rapport à la manière de penser à tous les détails et de laisser la porte ouverte à toutes les origines qui étaient présentes dans cette journée. Franchement, c'est une journée que j'oublierai jamais.
Et c'est ça, une fois que j'ai appris, quelques mois après, on m'a appelé pour dire que j'étais sélectionnée parmi les 32 personnes. La date qu'on m'a proposée, c'était vraiment la date où je devais aller voir mes enfants que je n'avais pas vus pendant 5 ans. Et le fait que j'ai gardé ce souvenir de cette expérience, j'ai dû déplacer ma date de départ. Et je me suis dit, je vais pas rater ça pour rien au monde. Donc j'ai continué l'expérience. Dans cette deuxième étape, c'était plus important parce qu'on a eu la possibilité de se retrouver dans un petit groupe, plus grand que le premier. On a le sujet qui a été choisi parce que la plupart des citoyens ont voté pour ce sujet, c'était le sujet du travail. Donc on était appelé à passer 3 week-ends à étudier ce sujet avec la présence des spécialistes, des chercheurs qui nous aident à débloquer les points qu'on n'arrivait pas à dépasser pour continuer à discuter et à préparer les recommandations qui ont été livrées par après aux responsables. Je ne saurais pas dépasser ce côté humain que j'ai vécu dans cette expérience, mais après s'il y a une question que vous pouvez poser, comme ça je peux vous dire plus, mais en gros c'est vraiment une expérience pour moi très très intéressante et j'ai vu, j'ai accumulé plusieurs souvenirs et expériences au sein de, même si c'était trois week-ends qui étaient séparés, chaque week-end ça dévoilait des choses énormes. Sur le plan politique, je ne crois pas parce que ça n'a rien donné à la fin, parce qu'on a donné les recommandations, mais c'est resté sans suite. Mais sur le plan humain, et je crois que ma conviction s'est renforcée que le citoyen, c'est lui seul qui peut changer le cours de sa vie, c'est lui seul qui est maître de son destin. Et cette expérience justement nous a appris, y compris moi, que le problème c'est pas que chez les politiques, le problème aussi il est chez le citoyen, surtout s'il reste loin de l'engagement vis-à-vis de ce qui se passe. Ça sert à rien de jeter la pierre sur les politiques et de les rendre responsables de tous les malheurs qui nous arrivent. Donc en gros, c'est ça ce que j'ai appris de cette expérience. Et je crois que je m'arrête à ce niveau, sauf s'il y a une question. Oui, peut-être si on pouvait avoir une idée sur les 3 recommandations, pour voir un petit peu de quel ordre c'était, de quoi parlait-on dans... Les 3 recommandations, en fait, comme j'ai dit, je venais juste d'intégrer le système d'une manière officielle, donc c'était quelques mois que j'étais régularisée, et tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai écouté, je l'apprenais sur le tas. Donc j'avais pas le temps de poser les questions pour les choses que j'arrivais pas à suivre, parce que c'était un travail intense pendant chaque week-end. Mais tout ce que j'ai retenu, c'est les recommandations tournées autour du fait d'améliorer les conditions de travail, de diminuer les charges pour qu'il y ait plus d'opportunités d'embauche et d'amoindrir le chômage. Il y avait aussi le problème de l'immigration qui est lié aussi à la crise du travail. Donc ça a dû susciter plusieurs petites crises au sein du groupe, mais qui ont fini par s'évaporer parce que voilà, il y avait tous les éléments pour que ça avance. Mais je ne saurais pas te reprendre les recommandations à la lettre, parce que désolé, déjà, le français, c'est pas ma langue maternelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Et d'un autre côté, j'étais pas vraiment, je cernais pas vraiment ce qu'on discutait. Je comprenais, mais j'arrivais pas à tout cerner. Un autre participant parlera mieux de ça que moi.
Mais il y avait plus que 3 recommandations, il y a quelque chose comme Ouais. 25 pages de recommandations. Mais c'est vrai qu'il y avait 5 recommandations Principales, principales. Aussi la lutte contre la discrimination. Oui, aussi. C'est lié aussi à la... Est-ce que tu pourrais expliquer à quel moment les experts interviennent? Oui. En fait, quand on nous proposait le thème, donc on était 5 groupes. Et chaque groupe prenait un élément du thème et allait l'étudier avec la présence d'un organisateur. Ils étaient 5. Et après l'étude, donc l'organisateur était là à écouter et à noter les points de vue des participants. Et à la fin de cette étape, on posait les questions qui nous bloquaient. Et ces questions, on les prenait pour l'après-midi. Et à ce moment-là, on nous proposait toute une liste. Mais en fait, on nous a proposé une liste d'experts. Et c'est nous qui avons choisi l'expert qu'on voulait avoir. Des fois, ça marchait et des fois, la personne n'était pas disponible. Donc là, on faisait appel à une autre personne. Quels étaient les paramètres pour choisir l'expert? Parce que les experts peuvent avoir des regards différents, des Oui, orientations tout à fait, différentes. tout à fait. Mais je crois qu'il y avait une forme de confiance entre les participants et les organisateurs, parce que je voyais, en fait, les organisateurs ne proposaient pas d'experts. C'est les participants qui arrivaient avec une liste d'experts. Mais à la fin, on se mettait presque tous d'accord sur un nombre d'experts. Et c'était de tous les horizons. Ce n'était pas des experts. La plupart, ça venait des universités. Donc, ce n'était pas des hommes politiques, c'était des experts, à mon avis, qui sont universitaires. Je ne saurais pas vous dire vraiment combien, mais c'est l'idée que j'ai gardée de cette expérience. Parce que ça fait quand même 3 ans. Il y a eu des observateurs internationaux qui ont critiqué le G1000 sur ce point-là et qui ont affirmé que les experts étaient beaucoup trop de gauche et pas assez nuancés. Donc qu'il aurait fallu, pour que le processus soit plus riche et plus nuancé, qu'il y ait aussi des personnes qui représentent plus un point de vue de droite, plus libéral aussi au niveau économique. Il y avait aussi des experts qui se désistaient à la dernière minute aussi. Ça s'est arrivé au moins 3 fois. Donc, Qui avait sélectionné les experts? Pardon? Qui avait sélectionné les experts? C'est ce que je viens de dire. C'était entre les participants et Les participants qui avaient proposé des gens. Oui. Mais c'est pas... Ça veut pas dire qu'on a eu les mêmes personnes, parce que, comme j'ai dit, soit la personne n'est pas disponible, soit elle se désiste. Donc, on apprenait que l'expert disponible, c'est telle personne, et les participants n'étaient pas satisfaits, ils n'étaient pas tous satisfaits des experts, ni de leurs propos. Ils ont été trop critiqués, et ça prenait à plusieurs reprises, ça a pris une forme de débat entre les participants et les experts. C'est-à-dire les participants ne gobaient pas tout ce que les experts ramenaient. Donc on débattait, et puis à la fin, on n'était pas obligé de prendre la marchandise de l'expert comme elle est. Parce qu'après cette étape, on retournait à notre pièce pour discuter ce qui a été dit, sur quoi on est d'accord, sur quoi on n'est pas d'accord. Et c'est à la fin qu'on a su rédiger les recommandations. Et il y avait aussi dans le processus, si je me souviens bien, si j'ai bien compris, autour des tables, des animateurs, des animatrices ou des facilitateurs. Mais ça, c'est dans le G1000. Le G1000. À chaque table, il y avait Oui, à chaque table, 2 facilitateurs au moins. Mais au G32, on avait plus besoin de traducteurs et de traductrices, parce qu'on était soit néerlandophone ou francophone ou germanophone. Et l'organisateur qui est chargé de son équipe. Et en fait, quand on finit de discuter sur un thème, on se déplaçait vers l'autre salle, et l'équipe de cette salle vient dans notre salle, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un échange permanent.
Et des fois, on désignait un participant d'un groupe, donc on devait se porter volontaire pour rester dans la salle, pour que quand l'autre groupe vient, cette personne lui explique et lui résume ce qui a été dit dans ce thème-là, dans ce groupe-là. Et alors, dans le G1000, quel était le rôle des animateurs, des animatrices de table? C'est la traduction. Il notait ce qui a été dit sur une table pour qu'à la fin, on arrive à voter en prenant en compte le temps qui a été concerné pour la question. Parce que s'il n'y avait pas de facilitateur ou de traducteur, moi je ne crois pas que ça pourrait marcher. Parce que quand on se lance, autant que participants qui se réunissent pour la première fois autour d'un sujet qui concerne tout le monde, c'est difficile de faire taire le participant parce que chaque participant, chaque citoyen veut parler le maximum possible. Et donc le rôle des facilitateurs, c'était vraiment faciliter le débat et la discussion. Début 2013, l'Irlande convoque une convention constitutionnelle qui devra se composer comme suit. Un tiers. Donc un tiers d'experts, un tiers d'hommes politiques et un tiers de citoyens. Et il y a eu certains problèmes parce que les citoyens estimaient qu'on leur confisquait un peu le pouvoir et que si les experts et les hommes politiques se mettaient d'accord sur l'ensemble des points, que les citoyens n'auraient absolument rien à dire. Et donc il a été décidé de sortir les experts du processus et de faire un tiers d'hommes politiques, donc 33 hommes politiques, 2 tiers de citoyens, 66, et un président qui serait indépendant. Et ces 99 personnes, du coup, se sont retrouvées un week-end par mois, pendant 1 an et demi à peu près, et ils ont réfléchi à 8 thèmes principaux. Et c'était tel qu'annoncé par le gouvernement, c'était 8 thèmes plus 1. Donc il y avait 8 thèmes, par exemple la suppression de la répression du blasphème, repenser le rôle de la femme au sein de la société et au sein de la vie familiale. Il y avait des réformes purement institutionnelles, donc la durée du mandat du président ou l'abaissement de l'âge pour voter à 16 ans. Donc les 8 thèmes étaient comme ça, et puis le dernier thème était éventuellement, s'il restait du temps ou si le processus se déroulait bien, l'ouverture à n'importe quel autre thème de la Constitution. Donc ça c'était le dernier thème était un thème qui faisait particulièrement plaisir aux citoyens, surtout s'il était correctement exploité, parce qu'il y a eu pas mal de critiques au moment où le gouvernement a énoncé les 8 différents thèmes, en disant que les 8 thèmes étaient assez consensuels et que c'était pas directement des thèmes qui permettaient aux citoyens d'avoir un grand impact sur les décisions. Et donc, comment ça se déroulait exactement? C'était basé aussi sur le G1000, il y avait des personnes du G1000 qui ont réfléchi au niveau de la méthodologie. Donc, encore une fois, les sélections prenaient en compte les mêmes critères qui étaient pris en compte en Belgique, donc à savoir des quotas en matière de genre, en matière d'origine géographique. Mais là où la Convention constitutionnelle irlandaise a innové, c'est d'introduire le critère du capital scolaire. Et c'est quelque chose qui n'était pas du tout fait en Belgique, donc vraiment de faire attention à ce que les différents niveaux et types de capital scolaire soient fidèlement représentatifs de l'ensemble de la population irlandaise. Donc il y avait des personnes faiblement qualifiées, hautement qualifiées et intermédiaires. Et au G1000, c'était 10 personnes qui étaient à la même table, c'est ça? Oui. Au niveau oui. Ce que Naïma a dit tout à l'heure, c'est qu'on a été chercher des gens qui étaient analphabètes, des gens dont... Oui, mais disons, les quotas, c'était fait de façon assez, disons, on essayait que les différents capitales scolaires soient représentés, mais en Irlande, on a vraiment fait attention que ce soit représentatif de la population, que l'échantillon soit fidèlement représentatif de la population totale en matière de capital scolaire, qui n'avait pas forcément été fait en Belgique. Mais je crois que peut-être ça c'est dû au fait que c'est la Constitution qui est allée vers le citoyen. Oui, c'est ça. Ici c'est l'inverse. Ouais. Donc c'est avec le peu de moyens que les gens qui ont créé cet événement, c'était pas possible de prendre, je crois, c'était pas possible de prendre cet élément
en compte parce que ça suscite plus de moyens, plus de... Mais clairement, il y avait beaucoup plus de moyens qui étaient débloqués au niveau irlandais vu que c'était une initiative gouvernementale. Je sais que, pour y avoir été, qu'au niveau irlandais, que les citoyens se retrouvaient dans un hôtel vraiment très très chic dans la banlieue dublinoise et que tout un week-end, ils étaient nourris, logés, blanchis, disons, aux frais du contribuable irlandais, ce qui a créé pas mal de polémiques et de remous au sein de la population irlandaise, qu'en temps de crise, on se permette, disons, de dépenser tellement d'argent dans quelque chose qui était vu dans un premier temps comme superflu. Et donc, les discussions ont été menées pendant, au départ, 1 an, mais ça a duré un peu plus longtemps, pendant 1 an et demi. Et différentes, disons, recommandations ont été formulées. En matière, par exemple, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que j'ai assisté aux délibérations en ce qui concernait le mariage homosexuel, le mariage pour tous. Et c'était exactement au même moment qu'on a pu voir toutes les dérives en France et toutes les manifestations, les gens qui descendaient dans les rues, etc. Et en Irlande, ça s'est fait de façon très très civilisée. Donc 99 personnes qui ont discuté du mariage pour tous et qui sont arrivées à la conclusion. Et c'était assez étonnant le résultat, il y avait 79% des participants qui ont déterminé qu'il était temps pour les couples homosexuels en Irlande de pouvoir se marier. Alors que, disons, la société irlandaise est perçue et est vue comme très conservatrice. Et là où les citoyens avaient pas mal, et là où ça diffère aussi du G1000, c'est que les experts, disons, étaient experts dans la mesure où ils représentaient un groupe d'intérêt. Du coup, il y avait n'importe quel citoyen pouvait soumettre sa position en amont par rapport au débat du week-end. Donc imaginons, on parlait du mariage pour tous. Donc n'importe quel citoyen pouvait envoyer sa position sur le sujet. Pour le mariage pour tous, il y a eu plus de 1000 envois. Donc beaucoup de gens se sont mobilisés et ont fait part de leur position. Et puis par la suite, le président essayait de regrouper les différentes positions et d'inviter des gens qui représentaient un certain courant de pensée par rapport à la question. Donc pour le mariage pour tous en Irlande, on a eu des représentants autant d'associations défendant les LGBT que des lesbiennes, gays, transgender et bisexual. LGBTQ. Ouais. Donc, C'est QI en plus. Ouais, QI. Et des représentants des églises irlandaises. Donc c'était très intéressant à voir. Et ce qui était aussi intéressant à voir, c'est que généralement on met vraiment en avant le côté de discussion rationnelle. Donc on ne doit pas venir avec des expériences personnelles pour défendre son point de vue, mais vraiment en venant avec des arguments. Et l'émotionnel a pris le pas dans ce week-end-là, c'était beau à voir en fait. Donc un homme a témoigné en disant qu'il avait subi des attouchements de la part d'un homme quand il était plus jeune, et qu'il avait toujours associé, disons, ses actes à l'homosexualité, et que grâce aux différents débats du week-end, il s'était rendu compte qu'il y avait vraiment une distinction entre, d'une part, pédophilie et homosexualité, et qu'en partant d'une position très 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 hostile au mariage pour tous, il s'était transformé en fervent défenseur du mariage pour tous. Et beaucoup de gens ont été influencés, à mon avis, par ce dernier point, et ont décidé que l'Irlande devait se doter justement d'une constitution un peu plus progressiste en matière d'homosexualité. Et donc tous ces différents thèmes ont été soumis sous forme de recommandations au gouvernement irlandais. Le gouvernement irlandais a déjà pris position sur différentes thématiques, entre autres l'abaissement de l'âge à 16 ans en matière électorale et le mariage pour tous. Et donc dans les mois qui viennent, ici je vois en octobre 2014, il va déjà y avoir une première série de référendats sur les différentes questions, sur les différentes recommandations. Donc à partir d'octobre 2014, c'est très possible que l'Irlande se dote justement d'une constitution favorable au mariage pour tous. Donc Est-ce qu'ils ont ça avec l'avortement chez tous? Donc l'avortement, j'avais suivi ça aussi, et c'est une des grandes critiques qui a été adressée à la constitution en Irlande, c'est que l'avortement n'a pas du tout fait partie des thématiques discutées lors de la convention constitutionnelle. Et en matière d'avortement, mais ça c'est totalement à côté, ils sont toujours vraiment très très très
conservateur sur ce point-là. Et il y a eu l'affaire, justement, quand j'étais là, de cette femme indienne qui était en Irlande et qui avait demandé d'avorter parce que elle était infirmière elle-même et elle voyait que sa santé était menacée. Et ils ont refusé d'avorter et non seulement le bébé qu'elle portait est mort, mais elle aussi. Parce que les gens refusaient de l'aider en disant « Écoutez, vous êtes en Irlande ici et on ne va pas avorter. On ne va pas vous avorter. » Et donc ça a pris des proportions assez importantes. Et donc il y a eu des débats pendant que j'étais là à la Chambre sur la question de est-ce qu'on dépénalise l'avortement, oui ou non, mais ils n'en sont pas encore là du tout. Et donc c'est une critique qui a été adressée de dire mais ok, vous voulez être progressiste en matière de participation citoyenne, mais vous ne donnez pas aux citoyens la possibilité de se prononcer sur ces questions-là. Mais en même temps, il y avait des sondages qui ont été faits au moment où je faisais mon stage en Irlande, qui montraient que la population irlandaise n'était pas du tout favorable à la dépénalisation de l'avortement. Est-ce qu'il y avait aussi, parmi les 8 sujets, des sujets de type économique? Il n'y avait pas de sujet économique. Donc je peux vous dire ici les sujets très rapidement. Donc il y a la réduction du mandat de président, réduire l'âge de vote, le rôle de la femme et plus de participation de la femme dans la vie publique, donc justement le mariage pour tous, reconsidérer le système électoral pour la Chambre, donner aux citoyens irlandais qui résident à l'étranger le droit de vote aux élections, et le fait de supprimer le blasphème, de la pénalisation du blasphème. Et dans le sujet de reconsidérer le système électoral, oui. Là on touchait un peu à l'institutionnel, justement, peut-être à la question de la démocratie délibérative. Est-ce qu'il y avait des ouvertures dans ce sens-là? Non. Qu'est-ce qu'on entendait par la question, en fait? C'était plutôt le système irlandais est assez compliqué, c'est le système STV, donc on peut transférer des votes, c'est un système très libre, et donc on parlait d'amender ce système, de le maintenir, de le supprimer. Mais on restait dans le système électoral. Mais on restait dans le système électoral strict dessus, et on ne parlait pas du tout d'institutionnaliser la démocratie délibérative. Et les sujets, pardon, excuse-moi, oui. Mais les sujets que tu viens de donner ont été proposés par le gouvernement? Par le gouvernement, oui. C'est ce qui est tout à fait le contraire de Gémil. Gémil, c'est vraiment les participants qui ont voté pour les thèmes à travailler, à débattre dans le G30. Et ça fait toute la différence. D'où mon intérêt justement d'analyser ce qui s'est fait en Irlande et ce qui s'est fait en Belgique, vu que l'initiative d'une part était gouvernementale et l'autre citoyenne, et c'était de voir les différentes dynamiques à l'œuvre. Donc ça c'est pour la Convention conciliale irlandaise. Maintenant je vais clôturer en parlant de la suite, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Donc au niveau des organisateurs du G1000, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain problème en matière de suivi. Donc les recommandations n'ont pas du tout été prises au sérieux par les différents parlements et les différents présidents du Parlement. Et la question a été, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Et c'est là où on peut plus se baser sur le système irlandais qui est un peu vu comme un modèle à l'heure actuelle. C'est justement cet intérêt de faire participer les hommes politiques avec les citoyens. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que la participation des hommes politiques peut se révéler être très importante? Parce que les hommes politiques peuvent justement se faire les ambassadeurs en matière d'opinion, disons, au niveau médiatique et au sein des institutions formelles de ce qui se discute. Ce qui s'est passé au niveau du G1000, c'est que une fois que le G1000 s'est terminé, plus personne a pris sur soi, disons, le rôle de défendre les recommandations et d'aller dans les médias en disant voilà, taper du poing sur la table, en disant voilà, ce sont nos recommandations, elles ont une certaine légitimité et on veut qu'elles soient implémentées. Et le fait d'incorporer des hommes politiques fait justement que ces hommes politiques, après, par la suite, ils peuvent aller dans le Parlement expliquer les différents raisonnements qui ont abouti à ces recommandations, et ils peuvent faire le suivi. Ils peuvent essayer de convaincre, vu que c'était des hommes politiques qui étaient issus des différents partis et d'opposition et dans la coalition gouvernementale, ils pouvaient très bien prendre sur eux, disons, ce rôle de taper sur la table et de dire voilà, ce sont nos recommandations, on veut qu'elles soient traduites sous forme de référendum. Donc la suite du G1000, pour y revenir,
Donc on travaille pour l'instant à un mémorandum, donc avec David Van Reybrouck, pour développer justement cette idée de démocratie délibérative en Belgique. Et le rêve pour l'instant c'est assez confidentiel, mais bon, on est en petite assemblée donc je peux vous le dire, c'est de faire... c'est pas grave. De faire ça va sortir dans quelques semaines. De faire dans quelques jours même, de faire un lobbying auprès des différents partis, des différents présidents de partis, pour qu'au lendemain des élections, on institutionnalise le rôle de, disons, qui est un secrétaire d'État, ou même on peut rêver un ministre à l'innovation démocratique, et qui ait la responsabilité, disons, d'étudier ce qui se fait dans le monde, et de mettre en place, on pourrait imaginer par exemple, chaque année, un mécanisme de démocratie, un processus de démocratie délibérative sur différents sujets. On s'est même posé la question de quels pourraient être, on pourra en discuter tout de suite, quels pourraient être les sujets à l'agenda. On peut penser par exemple des questions politiques à long terme qui sont souvent mises de côté, puisque l'électoralisme fait qu'on pense souvent uniquement au court terme. Donc on peut penser à des sujets tels que le climat, l'énergie, la mobilité, l'immigration, des questions morales, et ça on a bien vu que ça a très bien fonctionné en Irlande. Et ce qui est intéressant avec les questions morales par rapport à tout ce qui concerne le socio-économique, c'est qu'au niveau des questions morales, chaque citoyen ne doit pas avoir un bagage énorme au départ pour pouvoir participer. Donc les citoyens sont beaucoup plus égaux en ce qui concerne le bagage informatif qui est disponible en amont pour se prononcer. Je veux dire, tout le monde peut avoir un avis sur l'euthanasie, la reconnaissance des religions ou l'avortement, plutôt que sur mettre en place X, Y, Z politique économique, sans information. Puis il y a des sujets qui sont très durs à résoudre au sein du gouvernement. Donc par exemple, les questions de, par exemple, une question de circonscription électorale fédérale. On voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'électoralisme qui permet de décider, de se positionner pour les différents partis. Par exemple, est-ce que le PS est pour ou contre? C'est en fonction du fait, est-ce qu'il va avoir plus ou moins de voix s'il se présente en Flandre. Donc, c'est pas vraiment l'intérêt général qui guide les partis dans cette thématique-là. Et puis, pour finir, des sujets plus transversaux, comme la question du travail et les burn-out qui en résultent, le suicide, des questions de santé. Et on pourrait éventuellement, et ça c'est l'idée, voir avec les citoyens ce dont eux ils veulent parler. Parce que nous, organisateurs, qui est-on pour imposer un thème? Donc ce serait vraiment voir... Voilà, par exemple, ce serait vraiment que la démarche vienne des citoyens pour qu'eux déterminent l'ordre du jour de ce genre de processus. Donc d'un côté le mémorandum, et puis de l'autre côté, donc, dans le livre que voici, contre les élections de David Van Reybrouck, qui développe ça dans son dernier chapitre, et ce serait d'institutionnaliser ça, mais en remplacement d'une chambre ou d'un parlement déjà existant. Donc dans ce cas-ci, ce serait, vu qu'on a vu avec la réforme du Sénat, où il n'y a plus de sénateurs directs, mais ce sont tous des sénateurs de communauté, on pourrait imaginer, disons, mettre un terme au fait que ce soit des hommes politiques, des professionnels de la politique qui siègent au Sénat pour les remplacer par une assemblée citoyenne. Et tirer au sort, c'est ça l'idée développée par Van Reybrouck, et qui soit là pour justement se poser des questions et répondre à différentes problématiques liées au Sénat. Et en soi, c'est là où on en est maintenant. Voilà, mon exposé est fini, notre exposé est fini. Je pense qu'on a eu un bon tour d'abord de la question, je vais assez bien le sujet, et en plus on est pile poil dans le timing, c'est du travail de pro. Alors maintenant je pense que voilà, la parole est à vous, soit pour exprimer vos opinions, poser des questions pour approfondir certaines choses. Voilà. L'Assemblée citoyenne, tu as dit c'est en remplacement de quoi? Sénat, ouais. Carrément. Remplacer carrément le Sénat, puisqu'il y a eu la réforme du Sénat maintenant, avec la nouvelle réforme de l'État. Et disons, prendre notre destin en main, entre guillemets, et abolir l'idée que ce soit des hommes politiques professionnels qui y siègent pour les remplacer par des citoyens profanes, tirés au sort.
peut-être par rapport, en attendant que les mains se lèvent un peu plus, Ouais. par rapport à ces propositions, David a touché un mot il y a 10 jours à l'ULB, mais tu pourrais en dire peut-être plus. Peut-être toi, tu as eu aussi vous avez eu des contacts, ou écho de contacts, déjà des contacts avec les politiques que vous avez déjà eu, pour exposer un petit peu ces idées, ces principes. Quelle a été un petit peu la réaction, le degré d'ouverture à ces idées sur le Sénat ou autre? En ce qui concerne, disons, la participation citoyenne, c'est assez intéressant. Je ne sais pas combien de questions pour l'instant font état d'un tel consensus, mais de gauche à droite, tous les partis plaident pour plus de participation citoyenne. Et on voit même ça dans les programmes pour les élections pour l'instant. Ils plaident tous pour plus de participation citoyenne. Et certains partis sont très ambitieux. Par exemple, Écolo fait référence au G1000 et à la démocratie délibérative. Et donc il y a vraiment, pour l'instant, on observe vraiment que ça monte à l'agenda politique et qu'il y a un consensus à ce niveau-là. Ce qui peut être aussi inquiétant, on peut se demander, on peut se poser la question de pourquoi il y a un consensus et est-ce que c'est une question de politique de tellement faible importance que tous les partis se mettent d'accord sur la question. On peut voir ça de deux manières. Mais donc sur cette question-là, il y a un consensus. Puis il y a les modalités, qu'est-ce qu'on veut faire. On n'en a pas du tout parlé, mais il y a beaucoup de gens qui appellent pour, par exemple, plus de référendats et en matière de démocratie directe. Par contre, nous, au G1000, on n'est pas du tout d'avis que les référendats soient la solution. Parce que, disons, les élections, c'est est-ce que vous voulez voter pour le rouge, le vert ou le jaune, disons. Et les référendats, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre. Disons, les citoyens n'ont pas beaucoup plus à dire en matière de référendum qu'en matière d'élection. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que le référendum fasse écho à des décisions et à des délibérations entre citoyens. Que le oui ou non porte sur une question déjà débattue en amont par les citoyens. Alors là, le référendum pourrait se révéler utile. Mais disons, pour organiser des référendats sur des questions politiques, c'est une avancée par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais je ne pense pas que ce soit la panacée. Et de ton côté, alors, Naïma, de l'expérience que tu as vécue, tu l'as expliqué, dans la politique, dans la conduite de la politique, comment est-ce que tu vois, je dirais, les changements qu'il faudrait apporter pour plus de participation et peut-être aussi pour avoir plus de politique? Est-ce que les partis politiques et la politique telle qu'elle est organisée peut, sous la pression un petit peu citoyenne, apporter des changements, ou bien est-ce qu'il faudrait changer dans le sens d'un autre Sénat, dans une autre manière, comment arriver à changer le mode de décision peut-être, sur base de l'expérience, dans le futur, comment tu verrais les choses? Moi, comme toujours, j'ai toujours été pour le changement qui vient de la base, mais pas le contraire, c'est-à-dire un changement qui vient de la société, qui vient du citoyen. Pour moi, parmi les choses qui ont aggravé la situation, c'est le fait que le citoyen s'est déchargé de cette responsabilité et s'est éloigné et il a mis son sort et le sort de la société entre les mains des politiques, et puis par après il commence à critiquer les politiques. En même temps, je vois dans le quotidien d'un citoyen simple comme moi qui travaille 38 heures semaine et qui doit répondre aux demandes du système, je vois que le citoyen, il est entre le clou et le marteau, donc il ne sait pas se consacrer à jouer ce rôle dans ces conditions. En même temps, c'est pas possible de laisser les choses comme ils sont. Et c'est pour ça que je trouve que le G1000, ça nous a permis d'être plus conscients de notre responsabilité en tant que citoyens. Mais après, je suis restée, comme j'ai dit une fois, sur ma faim. J'attendais la suite de cet événement pour que ce soit aboutissant. En tant que citoyenne, je suis prête à continuer le chemin, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment changer les choses. Mais pour le moment, il n'y a pas d'autres propositions, c'est-à-dire il n'y a pas de... Dans la dernière AG où j'ai participé, je parlais comme ça, peut-être bêtement, mais j'ai dit que qui peut garantir les faits
positif de G1000, c'est de créer des ateliers pour les citoyens, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils gardent le lien avec la démocratie, parce que finalement, c'est quoi la démocratie? C'est vraiment ce qui existe entre l'anarchie et la dictature, et ça, c'est une marge qui est large et qui est riche et qui est diverse, et ça se fait pas ça se limite. La solution pour moi, ça se limite pas dans cet événement de G1000. Ça doit continuer si on cherche vraiment à créer un changement réel et profond. Deux questions très courtes, a priori. Première, c'est quel est votre on peut dire, agenda pour quelles sont les prochaines échéances que vous êtes mises pour la suite? Par exemple, si on parle de la fin des élections, où il va y avoir certainement un mouvement, parce que les gens ont des choses à prouver quelque part, mais personnellement, au niveau du G1000 en tant que tel, ou même par rapport aux assemblées citoyennes qui seraient éventuellement créées, est-ce que vous avez vraiment des deadlines? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois, années, décennies? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est que si jamais il y aurait une assemblée citoyenne qui se créerait pour remplacer le Sénat, si on imagine, comment est-ce que vous organisez ça, spécialement par si c'est tiré au sort, comment est-ce que vous organisez ça dans le monde du travail? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ferait full-time, quelque chose qu'on serait amené à faire pendant le week-end, ou comment est-ce que vous imaginez la chose par rapport à ça? En matière d'échéance, je dois avouer, j'ai été nommé coordinateur il y a 6 semaines. Et j'ai été nommé coordinateur parce que justement, j'étais en train d'essayer de raviver la flamme qui s'était un peu éteinte, parce que les gens n'ont pas forcément, je veux dire, les gens travaillent sur le côté, on fait ça de façon totalement bénévole, et les gens n'ont pas forcément le temps ni l'envie peut-être de s'impliquer davantage. Donc en matière d'échéance, donc il fallait un peu réanimer tout le processus. Et donc à côté du titre de coordinateur, on m'a dit que c'était plutôt, je garantissais la mission d'après-vente, le service après-vente. Donc concrètement, c'est quoi? Donc on a toujours pas mal d'intérêt de la part des médias ou des citoyens. Et donc le service après-vente consiste à, je reçois 7-8 demandes par jour, et donc il faut y répondre. Et donc l'idée, c'est justement au départ de réduire la voilure et de se contenter uniquement de répondre aux différentes questions. Et aussi, à gauche, à droite, pour l'instant dans différents pays, il y a des mécanismes type G1000 qui sont mis sur pied. Par exemple, on a conseillé un processus qui s'appelait G1000 aux Pays-Bas il y a quelques semaines, et où ils sont basés mais entièrement sur ce qui s'est fait ici en Belgique au niveau du G1000. Ils ont même repris le même logo, le même site internet, etc. Et donc eux, ils ont essayé de reprendre l'idée du G1000, mais au niveau communal. Donc l'idée pourrait être reprise ici en Belgique, on pourrait faire une sorte de ping-pong innovatif, donc à chaque fois reprendre les bonnes idées. Et donc l'idée aux Pays-Bas, c'était la semaine qui suivait les élections communales, de mettre à l'agenda les questions qui devraient être la priorité du conseil communal lors de la législature. Et c'était assez intéressant. Par contre, ce que j'ai eu du mal à comprendre, le fait qu'il y avait certaines personnes qui avaient une représentation garantie aux tables. Donc, c'est-à-dire que des patrons d'entreprise avaient leur place à la table, des journalistes avaient leur place à la table, et ce qu'il y avait aussi, et ça c'était plus étonnant, c'est des artistes. Donc chaque table avait un artiste à table, comme si uniquement les artistes pouvaient venir. J'ai un peu parlé avec l'organisateur, et il m'a dit que c'était pour avoir des solutions créatives. Donc, comme si les artistes uniquement pouvaient venir avec des solutions créatives, je n'ai pas trop compris. Mais en tout cas, c'était assez intéressant, et je pense que ça pourrait être reproduit à l'avenir aussi dans peut-être tout d'autres formats. Justement, le fait à la suite d'élections, peut-être que le niveau communal s'y prête plus facilement, donner aux citoyens la possibilité de donner vraiment un mandat clair au conseil communal et aux différents échevins et bourgmestres, de dire voilà, nos priorités sont celles-là, faites-en ce que vous voulez, et aussi impliquez-nous. Parce qu'il y avait d'une part la question des priorités, d'autre part dire si vous voulez faire ceci, on est volontaire, on veut bien vous aider. Et donc c'était beau à voir une certaine réconciliation entre les personnes qui gouvernaient
et les gouverner. Mais pourquoi après les élections et pas avant? Là, C'est une question qui se pose aussi. Parce que bon, ce serait beaucoup plus intelligent et logique de faire ça après et que les partis en question déploient, si vous voulez, leur programme électoral sur la base des demandes des gens. Il me semble que c'est... Pourquoi après, ça je pige pas trop. Je suis totalement d'accord avec vous. Je comprends pas non plus directement pourquoi ça a été fait après. Non. Mais en tout cas, ils ont décidé de le faire après. Mais l'idée, c'est qu'ils n'avaient pas encore, disons, pris de décision concernant les priorités en matière communale et qu'ils ont donné la chance aux citoyens d'élaborer ces priorités. C'est ça, une campagne électorale, il me semble que c'est basé justement sur la définition des priorités du parti. Ils ont fait un G1000 où ils ont repris les idées du G1000 en apportant des améliorations ou des choses en plus ou en moins. Il n'y a rien qui empêche, effectivement, c'est évolutif de reprendre les idées, retirer les moins bonnes, retenir les meilleures et puis poursuivre. Et ce serait l'intérêt du coup d'avoir un secrétaire d'État ou un ministre à l'innovation, de vraiment étudier et d'avoir un certain budget qui pourrait être mobilisé pour étudier les meilleurs moments, parce qu'on en est vraiment au balbutiement de la démocratie délibérative. Savoir qu'est-ce qu'il y a de mieux, à quel moment enfin intervenir les experts, est-ce qu'il doit y avoir X quotas qui soient réservés aux populations les plus vulnérables, les personnes les plus minorisées. C'est assez intéressant de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que les maximum de gens puissent se retrouver et pour que ce soit le processus le plus juste et équilibré possible. Donc, clairement, la question se pose, pourquoi pas avant, pourquoi pas après, pourquoi pas pendant, je sais pas. Et puis pour répondre à la deuxième question, en matière donc pour l'Assemblée citoyenne qui viendrait remplacer le Sénat, donc ce seraient des personnes qui abandonneraient leur travail pendant X années, pendant 3-4 ans, pendant la durée de leur mandat, et qui seraient rémunérées en conséquence. Donc ils se mettraient dans la peau, entre guillemets, d'un sénateur actuel, et ils seraient bien payés, ils pourraient en vivre, de façon aussi à pouvoir mettre pendant 3-4 ans, entre parenthèses, leur travail. Je veux juste rajouter un point par rapport à cet élément, le précédent. C'est que moi j'apprécie le fait que le G1000 en Belgique a su préserver une autonomie et une indépendance des politiques. Pourquoi? Parce que les politiques ils ont été présents au début de la journée de G1000 et à la fin de G32. Donc le G1000 n'a pas subi d'influence des politiques. Par contre, dans le modèle de l'Irlande, on voit que les thèmes étaient imposés et donc il n'y a pas cette autonomie. Et autant que citoyenne, moi ça me rassure de garder cette autonomie pour que les citoyens puissent produire et donner des solutions dans une grande liberté. Juste une précision, quand tu dis les politiques, c'était qui était là au début et à la fin? Au début, il y avait 4 personnages dont j'ai pas retenu le nom. De quel niveau de pouvoir? Qui les avait je ne sais pas s'ils étaient conviés ou ils sont venus d'eux-mêmes. Je me rappelle qu'il y avait deux personnes qui ont été là, qui sont venues d'eux-mêmes pour encourager le G1000. Mais à la fin, c'est le président C'est les présidents des différents parlements qui étaient présents. C'est lui qui a reçu les recommandations. Il y avait deux autres personnes qui ont été présentes à ses côtés. Et donc je crois que autant que citoyen, on était vraiment libre et il n'y avait pas de présence qui nous perturbait ou quoi que ce soit. Moi j'avais une réflexion parce que j'étais un peu étonnée quand tu as dit que ce serait bien d'amener les questions morales parce que là tout le monde pouvait avoir un avis. Tout le monde peut avoir un avis sur tout, mais je pense que les questions morales nécessitent moins de bagages informatiques au préalable. Informatif au préalable. Mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve ça un peu dommage parce qu'alors ça voudrait dire que les autres questions on les confie à qui pour la discussion. Déjà ça, et puis les questions morales,
Et éthique, moi je pense que ça demande d'avoir aussi un certain bagage. Et si on pense à, par exemple, la sélection des genres dans certains pays, on pourrait dire que c'est une question éthique. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic prénatal sur le genre et on voit ce que ça donne? Et c'est une majorité de la population qui veut ça. Et ça a une influence économique, démographique, ça peut être catastrophique. Donc voilà. Donc, disons, cette impression, elle n'est pas uniquement mienne, mais donc, ce que j'ai fait pour pouvoir m'atteler à ma recherche, c'est j'ai rencontré les 32 participants au G32. Et en tout cas, j'ai rencontré des néerlandophones, j'ai demandé à quelqu'un de faire des francophones, comme ça je pouvais les retranscrire. Et c'est un ressenti en fait de la part des citoyens eux-mêmes, qui disaient oui, mais c'était très compliqué tout ce socio-économique parce qu'il y avait des gens qui nous dominaient, qui nous opprimaient limite avec tout leur bagage, et nous on connaissait pas les tenants et les aboutissants d'une taxation sur les transactions financières ou de plus ou moins de taxation sur je sais pas quoi, et donc je sais pas, les exilés fiscaux, je sais pas. Donc, que ça nécessitait vraiment beaucoup de connaissances, alors qu'ils auraient préféré justement ces questions d'abaissement, aussi ça c'est une question, je dirais, de politique light, d'abaissement de l'âge du vote, mais je pense que par exemple, il y a eu tout un débat récent sur l'euthanasie, étendre l'euthanasie aux mineurs. Ça aurait peut-être pu être intéressant, en tout cas de la part des citoyens que j'ai rencontrés, eux ils me disaient que ça aurait été, ils se seraient sentis plus à l'aise, disons, dans un processus où leur avis aurait pu être mis sur le même pied, où ils auraient eu, d'après eux, besoin de moins d'informations, et donc ça faisait référence aux questions éthiques. Mais je partage votre avis aussi, de dire que n'importe qui peut, je veux dire, il faut avoir eu quelques réflexions préalables pour pouvoir se positionner, c'est pas quelque chose qu'on peut sucer de notre pouce. Moi, je trouve aussi qu'à partir du moment où on rentre dans la sphère de l'éthique, et on rentre très facilement dans la sphère émotionnelle, parce que ça fait référence effectivement à du vécu personnel. Et là, on sort de l'idéologie du truc, là, du G1000, de peu importe, de la démocratie participative qui se veut essentiellement rationnelle, quoi. Donc là, bon, moi j'ai envie de dire que bon, c'est tout, parce qu'autrement je coupe. Il y a déjà eu un G1000 en Belgique, donc on a déjà un bagage. Comme tu le disais tout à l'heure, Ecolo commençait à en parler. Est-ce que ce n'est pas possible maintenant justement qu'il y ait ces élections et que tout le monde est un peu à l'affût de l'accord des citoyens, de leur dire utilisez ce bagage qui a été fait pour l'intégrer dans vos programmes, parce que oui, c'est vrai que le faire après ce serait dommage, mais donc la question serait est-ce que ce serait possible, enfin le bagage existe déjà, pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé? Oui, et la deuxième question c'est il y en a eu un il y a 3 ans, entre temps il y a beaucoup de lois, beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce que ce ne serait pas judicieux d'en faire un deuxième, de faire autre chose avant peut-être ce si beau dessin de remplacer le Sénat? Est-ce que ce ne serait pas d'abord bien de remettre le G1000 à l'actualité avant d'aller plus loin? Donc pour les programmes, ça a été une question justement qui a été débattue juste au moment où j'ai été nommé coordinateur, de savoir à quel moment est-ce qu'il fallait faire pression sur les partis politiques, si on reste juste au niveau vertical, donc entre nous, l'organisation, et l'institutionnel, donc les partis politiques dans ce cas-ci. Et on s'est rendu compte que c'était peut-être plus intéressant de rédiger un mémorandum et d'essayer de faire pression juste au lendemain des élections, au moment où il devrait y avoir une feuille de route gouvernementale, plutôt que de faire ça en amont maintenant. D'autant plus que beaucoup de partis, comme tu disais, comme je l'avais dit avant, comme Ecolo par exemple, font déjà référence au G1000 ou à la démocratie délibérative. Donc le moment, disons, le plus opportun pour obtenir ce qu'on veut, à savoir une vraie institutionnalisation, c'était de le faire au lendemain des élections. Et puis, quand tu disais que ça fait 3 ans sont passés et qu'il y a plus d'initiatives qui ont été lancées, je te soutiens à 100%. Je trouve ça vraiment dommage que pendant 3 ans, pas d'autres initiatives aient été lancées. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce type de processus est très très coûteux. Donc, le budget, si je me souviens bien, le budget du G1000, c'était quelque chose comme 350 000 €. Ouais, c'était ma question d'ailleurs. Ouais. Comment est-ce que vous avez financé ça? Justement, donc, des donations.
Donc, et on voulait pas avoir... Des dons de qui, de quoi, Ils ont fait des sortes de Tupperware party où David Varrebroek et l'autre coordinateur à l'époque, Benoît de Rennes, ils ont été chez différentes personnes, ils ont organisé plein de débats, etc. pour essayer d'avoir ces financements. Il y avait même des règles que une personne privée ne pouvait pas donner plus de, je pense, 2-3% pour pas qu'elle ait trop d'influence sur le processus en question. Donc oui, c'est quelque chose de très coûteux et très très difficile à mettre en place du coup. Et pourquoi c'est très coûteux? Oui, c'est ça que ma question. Il fallait louer tour et taxi dans ce cas-là. Et c'est Oui, coûteux. la boîte de D'infrastructure, consultants, ouais. faire des listings, téléphoner, enfin c'est énorme. C'est énorme, c'est un boulot énorme. Tu dis les facilitateurs, etc., étaient des gens payés? Les facilitateurs étaient des bénévoles, mais il faut penser aussi tout ce qui est question de nourriture, il a fallu loger les gens durant le G32, payer les frais de déplacement, donc c'est quelque chose de très très coûteux. Et il y avait même, il était question au départ aussi de rétribuer, de donner une sorte de per diem aux participants, mais l'argent n'était pas là. Et les experts Les experts étaient bénévoles aussi. Il y a une liste publique de ce qui a été dépensé comment? Normalement sur le site, il y a moyen de consulter l'argent qui était disponible et la façon dont il a été dépensé. Ouais. Mais justement, j'en discutais avec Naïma, et Naïma estimait que ils avaient été dans un confort qui n'était pas nécessaire. Ouais. Tu peux peut-être en parler plus. C'est mon point de vue personnel. Moi, vu l'importance de ce qu'on vivait, de ce qu'on apprenait aussi, je me disais tout est bénéfique pour nous. Donc finalement, allez, je suis une aide ménagère toute simple, donc ça ne me dérange pas de contribuer à ce que je puisse vivre ce genre d'expérience et jouer ce rôle-là. Mais c'est vrai que c'était, pour moi, c'était un peu... On était un peu trop gâtés. Et vous étiez logé où? Ibis. À l'hôtel Ibis. À l'hôtel Ibis. Mais c'est toute la journée, on était bien entretenus du matin jusqu'à la soirée. Donc c'est vraiment des enfants qui étaient suivis, gâtés toute la journée pour qu'on ne s'en lasse pas, pour qu'on ne s'ennuie pas, pour qu'on ne se fatigue pas. Donc c'est vraiment touchant de la part des organisateurs parce qu'ils faisaient tout pour que ça marche. Et c'est vrai que ça a donné ses fruits. Et quand on parle maintenant des moyens, je me dis, allez, pour que le processus continue et qu'on puisse avancer, il faut penser à cet obstacle. S'il n'y avait pas ce problème, moi j'ai rien contre le confort, mais voilà, puisque ça pose un problème, on peut se focaliser sur l'essentiel pour atteindre un objectif et laisser tomber des trucs qui sont moins importants. Et tu as un avis sur les questions éthiques? Tu aurais préféré avoir des questions éthiques plutôt qu'économiques? Non, je préfère... En fait, c'est ça ce que j'apprécie aussi dans le G1000, c'est que les thèmes étaient choisis par les citoyens. Et donc, ils ont choisi le thème du travail pour le G32, mais on a parlé d'autres thèmes, de sous-thèmes d'ordre d'éthique et de morale. Donc, c'est comme, par exemple, dans le groupe des participants, il y avait toutes les couleurs. Hein. Il y avait des anarchistes, il y avait des communistes, il y avait de toutes les sauces. Et c'était une chance d'avoir un échange dans ce genre d'ambiance. Il y avait des jeunes, il y avait des moins jeunes, on était de toutes les catégories d'âge. Et on a abordé plusieurs sujets, comme par exemple la personne qui choisit de ne pas travailler. Pourquoi on l'oblige de travailler? Et c'est des sujets qui m'ont fait rire à l'époque, mais maintenant, avec un peu de recul, plus j'avance, je comprends les propos de ces personnes et les raisons qui sont derrière. Parce que dans ce genre de situation, on arrive à développer une certaine tolérance envers les gens. Et donc, on a parlé d'éthique justement par rapport au fait que la personne, que ce soit homme ou femme, par exemple, si le papa décide de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants, quel genre de cadre la société lui propose sur le plan financier pour le sécuriser. On a parlé aussi de la génération future, on a parlé de choses vraiment d'ordre éthique et moral. Mais c'était dans le cadre dans un cadre économique.
Donc on n'est pas obligé de séparer les thèmes pour dire que voilà, soit on parle de l'éthique, soit on parle d'un thème qui est plus concret, plus costaud. Je crois qu'on peut joindre l'utile à l'agréable et parler de tout en même temps. Mais moi, je reste tout à fait sur ma fin, sur la... Tu en as dit un peu tantôt, mais sur la question des experts. Donc, je trouve que ce genre de processus vraiment intéressant, enthousiasmant, mais qu'est-ce qu'il en est effectivement une fois qu'il y a de la complexité et que les citoyens ont besoin pour pouvoir valablement délibérer d'input, qui sont les experts? C'est qu'il n'y a pas... Il y a des paramètres qui sont objectifs, mais après, tu as une analyse qui est forcément orientée, on ne regarde pas par le même angle. Je peux vous assurer que ce n'était pas le cas. Parce que, mais c'est vrai, hein, c'est des choses qu'on a partagées par après. Il faut prendre en compte que les participants, ce n'était pas n'importe qui. Les organisateurs, ils ont beaucoup souffert avec nous. C'est vraiment des caractères corsés, hein, ils lâchaient rien et pour moi, ils allaient jusqu'à l'extrême des fois, mais bon, c'est leur droit, je ne leur reproche pas ça. Mais ils n'avalaient pas ce qu'ils voulaient, que ce soit expert ou pas expert, ils ne lâchaient pas l'affaire. Après, je ne sais pas ce que vous voulez, je sens qu'il y a quelque chose que... C'est très simple, je veux dire, il y a des experts, on prend par exemple des questions économiques, il y a des analystes qui ont des analyses de droite, et il y a des analyses de gauche, et ça n'empêche pas qu'il y a une série de paramètres objectifs, et puis après, il y a la façon dont on les interprète, il y a le regard qu'on porte dessus. Et donc, ça n'enlève rien à l'intérêt des experts, mais il y a quand même des experts qui ont des regards très différents, et donc comment on constitue un panel d'experts dans la systématisation de ce type d'expérience, qui on met à disposition comme ressources. C'est une question avec laquelle je reste et je serais intéressée, donc j'ai entendu le point de vue Naïma, je serais intéressée d'avoir un petit peu. On va peut-être prendre d'abord, c'est sur le même sujet pour compléter la question. Mais je pense que les experts étaient plus là pour expliquer le sujet d'un point de vue objectif que de donner leur avis et que dès l'instant... C'est la point de vue objectif. Oui, mais... Si on prend la question, Naïma, tu parlais du fait que vous avez discuté de diminuer le coût du travail. Oui. Et c'est typiquement un type de regard, un type d'analyse par rapport aux impasses dans lesquelles on est. Est-ce qu'il faut diminuer le coût du travail? Est-ce qu'il faut mieux redistribuer la richesse produite? On ne posait pas ce genre de questions. En fait, les questions qu'on posait, c'est pour justement nous aider, nous, autant que participants, à répondre à la question. Donc, ils ne répondaient pas, ils ne proposaient pas des solutions. Et quelles étaient les questions posées aux experts? C'est des questions d'ordre technique qu'on n'arrivait pas... Un exemple. Dans le thème du coût du travail, c'était un thème de l'autre groupe. Moi, je serais vraiment ravie de satisfaire votre curiosité, mais je ne saurais pas le dire, parce que déjà, ça fait longtemps que ça s'est passé. D'un côté, d'un autre côté, comme j'ai dit, c'est des thèmes qu'on a partagés, et moi, j'étais vraiment dans le thème de l'immigration. Et donc, on faisait le tour par après, et le temps n'était pas en notre faveur. On faisait le tour pour avoir le résumé de ce qui se passait dans les autres groupes. Ça ne s'arrêtait pas, c'était tellement stressant qu'à la fin de chaque week-end, il y avait des personnes qui pleuraient, il y avait une personne qui est partie, qui ne voulait plus continuer, il y avait des personnes qui risquaient de... Et voilà, donc c'était pas facile, hein, c'était pas vraiment un jeu d'enfant. Je crois que c'est pour ça qu'on a été tellement gâtés pour que ça ne dégénère pas, pour que ça déborde pas, mais tout s'est très bien passé. Et les experts, ils ont plus souffert avec les participants que le contraire. Je vous assure, hein, ils étaient comme ça. Mais bon, j'étais là et c'est ce que j'ai constaté. Ça ne change rien à la portée de la question Je sais bien. De Fred, hein. Je sais bien. Parce que moi, c'est la question de base que je me posais aussi, bien évidemment. Parce que, bon, moi ce que j'entends beaucoup dans ton discours, que je trouve intéressant, et en plus je trouve que si tu n'es pas ta langue première, et moi sans dire que tu la parles très bien, tu parles un bon français agréable à entendre. Bon. Non, mais ce que j'entends principalement chez toi, c'est j'ai appris. Bon.
Donc tu as appris des choses que les experts t'ont expliquées ou ont éclairé ta lanterne, etc. Mais bon, si tu veux, qui est le chef de la transmission là? C'est l'expert vers toi. Et ce qu'on espérait, c'est le contraire, c'est que plutôt ça aille dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Bon, alors le fait que ce que Fred dit, c'est qu'effectivement, selon que tu aies affaire à un expert spécialisé dans l'économie, par exemple, qu'il soit de droite ou de gauche, mais il va t'apprendre des choses diamétralement opposées, ou son filtre d'analyse. C'est pour ça que l'objectivité dont tu parles là, la neutralité, moi je ne la crois pas possible dans ce genre de discipline. Donc, bon, si par exemple... Je pense qu'on entend les autres questions. Je pense que la question d'expertise, on ne l'épuisera pas, mais on entend bien que naturellement, la question était sensible, on la sentait, on l'avait déjà débattu un petit peu avant. Oui. Mais de là, je dirais à dire que parce qu'il y a des experts qui viennent, ils avalent tout. Je pense qu'elle a été... Je n'ai pas dit qu'ils avalaient tout, mais ce que j'ai entendu, c'est qu'elle a appris et appris. Oui. Ça, elle l'a dit. Pour expliquer Elle a ça... appris, mais ça ne veut pas dire qu'elle a appris, qu'elle n'a pas filtré. C'est deux choses différentes. Non, pour répondre... On la laisse réagir et puis on dépend des autres Oui, questions. voilà, c'est ma dernière réaction, comme ça je ne vous prends pas plus de temps. Quand je dis, moi quand on m'a invité pour venir ici, c'est ce que j'ai convenu avec Jonathan, c'est que je vais apporter mon vécu personnel. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je n'étais pas régularisée. Donc on parlait d'un système dans lequel je n'étais pas intégrée. Donc je ne saurais pas, si on m'a demandé de parler par exemple de l'économie du Maroc, là ça ne poserait pas de problème. Mais puisque c'était par rapport à ma situation personnelle, donc j'ai appris, j'étais vraiment dans la phase d'apprentissage. Mais si vous avez appelé un autre participant qui est belge, qui est d'ici, il aurait satisfait la curiosité de madame et répondre à sa question. Mais moi je ne saurais pas prétendre, je ne sais pas prétendre une réponse que j'ai pas. Mais moi j'aimerais bien répondre à la question de tout à l'heure, qui m'a vraiment fortement fait sourire. D'autant plus que c'est une question que je me posais moi aussi. Et je dois vous avouer que si j'étais venu ici, j'avais été dans la salle et que je m'étais j'étais venu m'écouter il y a un an ou deux, je me serais un peu moqué de moi. Pour moi au départ, si je dois être honnête avec vous, et j'enlève totalement ma casquette de coordinateur du G1000 à ce niveau-là, j'espère que je la perdrai pas pour toujours si ça sert. Mais pour moi au départ, la démocratie délibérative, c'était oui au pays des lutins. Je veux dire par là que je comprenais pas comment, et j'en ai lu, disons, j'ai parcouru la littérature sur la question. Pour moi, comment est-ce qu'on pouvait être aussi naïf et omettre tout ce qui concernait la domination de la part de différents individus, donc de la part des individus à plus haut capital scolaire et surtout de la part des experts. Et la question du rôle des experts est une question qui est presque pas, mais vraiment très très faiblement abordée dans la littérature liée à la démocratie délibérative, alors que d'après moi c'est une question essentielle. Parce que, je veux dire, l'échantillon peut être le plus représentatif que possible, il peut y avoir des fabuleux facilitateurs à table, l'organisation peut être top, mais le rôle des experts est une question quand même fondamentale. Si, je veux dire, à partir du moment où on considère que l'expert est quand même dans une position intellectuelle et hiérarchique, où il donne, je veux dire, les discussions avec l'expert sont pas bidirectionnelles, sont vraiment, l'expert donne sa vision des choses et le citoyen après il avale. Et c'est ça qui me gênait fortement, c'est-à-dire la place de l'expert dans le processus. Et je dois vous avouer que cette question et cet élément qui m'a fortement perturbé au début de ma recherche, et qui aujourd'hui c'est toujours une question qui me perturbe moi-même, et c'est pas, encore une fois, ça me dessert, ça me décrédibilise. Disons, en tant que... C'est le stagiaire de l'ambassade qui remonte en fait. En tant que coordinateur du G1000 aujourd'hui, mais c'est vraiment une question essentielle, et c'est pour ça qu'à mon avis, on devrait vraiment investir dans la recherche sur la question, parce que la place des experts, et on l'a pas du tout mentionné, mais la place des traducteurs aussi est essentielle. Qu'est-ce qui traduit, qu'est-ce qui traduit pas? Et j'ai parlé avec beaucoup de participants qui me disaient, écoutez, le problème est que avec la traduction, systématiquement, si on n'est pas bilingue, on est en retard. On peut avoir beaucoup moins d'impact puisque le temps qu'on assimile ce qui a été traduit,
le débat est déjà avancé, on ne peut plus rien dire. Donc il y a plein de paramètres, donc les facilitateurs, la façon dont on doit les entraîner, à partir de quel moment ils doivent participer ou non, les experts, comment on les sélectionne, est-ce qu'on les fait intervenir au début, pendant, à la fin, c'est toutes des questions qui doivent vraiment être étudiées. Et c'est pour ça que c'est très très important d'investir dans l'innovation. Et ça rejoint justement nos revendications qui sont d'avoir un secrétaire d'État ou un ministre qui aurait une enveloppe pour étudier les différentes thématiques. Les experts, moi, j'aime pas. Parce que ils m'ont beaucoup déçu. Ils m'ont déçu, premièrement, ils ont mis nos pays en développement à genoux, avec des recettes, soi-disant miracles. En fait, c'était pour dominer, c'était pour asseoir leur hégémonie, en choisissant des despotes, en les enrichissant, et en pratiquant la politique qui devait enrichir une minorité en Occident. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ma question est la suivante. J'ai quelques questions et puis le maximum. D'abord, je tiens à vous féliciter, ce que vous faites. Ça prouve que l'être humain, comme disait madame, est le même partout. Savez-vous que vous êtes en train d'aller chercher, d'appliquer des solutions qui existaient avant la colonisation dans des pays qu'on appelle arriérés? C'était un consensus, un chef coutumier ne peut pas décider sans qu'il y ait l'assentiment de la population, ni pour les routes, ni pour la source, ni pour les écoles ou la formation, accès à la connaissance, c'est-à-dire les réunions, ce que l'Occident, les intellectuels ou les écoles ont dit en dessous du baobab. Non, c'était un conseil pour transmettre la connaissance qui était l'oralité à l'époque. Effectivement, un Africain, ingénieur africain, a appliqué votre méthode. Je ne sais pas si vous l'avez consulté ou pas en France, chez les Bretons. C'était un ingénieur de ponts et chaussées, c'était un Togolais. Alors il a travaillé, il a construit, et c'était une commune rurale, on l'a élu comme échevin pour la construction des routes, etc. Il a tellement bien travaillé qu'il a été élu maire de ce village rural. Alors ce maire, qu'est-ce qu'il a fait? Le Breton me voit déjà quand je construisais mes ponts avec d'autres yeux. Qu'est-ce que je dois faire maintenant dans ce village breton? Il est allé chez des personnes âgées, pas les experts comme lui. Il leur a demandé, réunissez-vous rue par rue et amenez-moi les délégués, une délégation, chaque rue, chaque quartier, 5 personnes, pour qu'on puisse se réunir dans une grande salle, que vous puissiez me conseiller ce que je dois faire avant de construire un plan pour agir. Et ce monsieur a fait ça et les Bretons ont suivi. Il a appliqué ce que les Bretons décidaient. Oui, il s'appelle le maire, moi j'ai parlé. Pardon? Le nom du maire en Bretagne. On veut y aller. Il s'appelle Niam Niam. Kofi Niam Niam. Donc c'était un ministre. Un ministre qui voulait l'aider, c'était un ministre qui n'a jamais été à l'UNIF. C'était Pierre Bergovois qui est allé le chercher. Mais on a non seulement tué Pierre Bergovois, et on a étouffé Niam Niam pour que rien ne puisse apparaître. Et donc, on reprend la deuxième question, parce qu'après il y a encore 2 interventions. Donc la deuxième question que vous aviez, je pense. Oui, ma deuxième question est la suivante. Oui, c'est ça. Vous êtes en train, vous ne pouvez pas vous poser... non, je voulais savoir d'abord, est-ce qu'il y a eu des politiciens, comme vous avez dit, dans votre équipe? Alors, s'il y a eu des politiciens qui sont maires ou bourgmestres en Belgique, pourquoi ne pas, parce qu'ils adhèrent à votre démarche, pourquoi ils ne peuvent pas appliquer ça, les mêmes méthodes à la commune, pour que vous ayez les sondages en vraie grandeur, dans du concret, au lieu de rester pendant des années que vous avez terminé cette histoire et qu'il y ait des problèmes maintenant, des crèches qui se posent. Or, les gens de la commune auraient déjà trouvé la solution au problème des crèches, au problème de certaines maladies, au problème des jeunes qui sont désœuvrés, qui deviennent des bandits.
Hein, donc voilà, donc ça, je pense que la population doit se saisir du concret, du vécu. Pas chercher des médias comme mondialisation, le monde est devenu un village, tout ça, moi je suis devenu allergique à ça. Qu'on vienne avec des solutions concrètes. Ce qui me frappe dans ce que racontait monsieur avec cet intéressant maire breton, c'est que là on est effectivement dans l'expérience quotidienne des gens. Et effectivement, les habitants, les citoyens d'un territoire sont les experts du quotidien de ce territoire. Le problème est qu'on est amené à délibérer, y compris sur des questions qui ne sont pas données dans l'expérience quotidienne. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est là qu'il y a quelque part besoin de gens qui mettent à jour les enjeux de ces questions-là. Mais sinon, sur le plan local, vous avez évidemment 100 fois raison. Mais il y a d'autres niveaux de questions qui se posent et sur lesquelles il faut délibérer. Quand tu répares ça, je me dis, moi qui suis à TAC depuis plus de 10 ans, je n'ai entendu, en termes de formation, pour ainsi dire à chaque séance, que des experts, et j'en suis hyper contente, parce qu'ils m'ont appris des tas de trucs que j'aurais pas appris sans eux. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose par rapport à ce que tu dis, et je trouve que c'est intéressant qu'on ait devant soi des gens qui formalisent et qui disent le tout, c'est de savoir dans quelle orientation ils se trouvent, et d'avoir toujours, de garder toujours un esprit critique par rapport à ce qu'ils disent, et ça s'apprend aussi, ça s'acquiert. Par rapport à ce que tu as dit, que je trouve très intéressant, néanmoins, ce que je remarque, c'est que ton maire en question, il a adopté dans un premier temps, tout au moins, une attitude complètement africaine et qui relève un peu de la gérontocratie. On appelle d'abord les anciens, d'accord, les vieux du village. C'est eux qui l'a fait venir. Ça, c'est très, très africain. Et ça, dans un contexte européen, même si ça s'est défendu très longtemps, et ça se défend encore jusqu'à un certain point, mais en fait, il y a quand même une hiérarchie là, qui, dans notre contexte actuel, hein, je ne parle pas d'il y a 50 ans, ni même d'il y a 40, ni même il y a 30, serait complètement remis en question par la jeunesse et par des tranches d'âge qui soient différentes, parce que les gens veulent avoir droit à la parole, quel que soit leur âge. C'est à prendre ou à laisser, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est comme ça. Non, mais Naïma, vous vous êtes présenté comme quelqu'un qui était plus dans un processus d'apprentissage que la moyenne. Je n'étais pas convaincu. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait de tout le monde, même, et peut-être surtout, quand on a des convictions établies. Parce que vous avez mentionné, on n'y est pas parvenu assez, je trouve, que pendant le processus, vous avez appris aussi à prendre en compte le point de vue de l'autre, à se mettre à la place, parce que quand on fait une journée, 2 journées, 3 journées, on apprend à connaître l'autre et on se dit tiens, c'est quand même pas bête, il y a une sorte de sympathie qui s'est établie. Ça, je crois que ça fait partie vraiment des bénéfices du processus de démocratie délibérative, ce qui fait que peut-être que l'influence des experts aussi si le processus devient plus systématique, ou voire permanent, de consulter, d'avoir des gens qui sont tirés au sort, et que ça fait partie de la vie politique, chacun peut se dire aussi, tiens, moi peut-être ça peut tomber sur moi demain, et alors on se sent plus impliqué, et je crois qu'à ce moment-là, on va, dans sa vie de tous les jours, avoir un esprit plus attentif, plus affûté aux questions, peut-être aussi aux questions économiques qui sont difficiles, et puis se demander, tiens, qu'en pense mon voisin, et ça crée une dynamique. De cette façon-là, je pense qu'aussi, d'une façon plus naturelle, on devient plus critique à l'égard de ce que disent les experts, et donc leur influence serait moins, mais c'est peut-être un peu idéaliste, mais leur influence serait moins prégnante. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, surtout que l'idée aussi de la démocratie délibérative, c'est que ça a un potentiel pédagogique énorme. Et surtout, vous avez mentionné ce qu'on appelle en sciences politiques l'ignorance rationnelle. C'est le fait que pour des gens aujourd'hui, c'est pas très intéressant de se renseigner vu que le coût est beaucoup plus important que le bénéfice qu'ils peuvent en soutirer. Mais à partir du moment où chaque citoyen peut être à n'importe quel moment dans sa vie appelé à représenter tout un ensemble de citoyens et à siéger dans une assemblée qui pourrait être une assemblée citoyenne, c'est clair qu'à mon avis, les citoyens s'informeraient plus au cours de leur vie, parce qu'ils seraient appelés à justement mobiliser ce bagage informatif. Je vais juste ajouter que peut-être que le problème des experts se pose pas tant que ça, parce que
eux, en tant que citoyens, et on leur demande de jouer un rôle, ils sont acteurs, et c'est eux qui doivent produire quelque chose. Tandis que l'expert, il est là, mais on en prend ce qu'on veut, et il n'a pas de rôle, il n'est pas acteur dans l'affaire. En principe, quoi, il est c'est pas pour ça que acteur. c'était important en Irlande de sortir les experts, justement, des participants. Ben oui, Voilà. ils doivent être changés régulièrement, parce qu'il faut y en avoir plusieurs, quoi. S'il y en avait plusieurs. On va peut-être terminer la soirée sans remercier Naïma et Jonathan pour avoir consacré une soirée très intéressante de discussion.